Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Tomato Sound Factory avec Sarah et Ellie. Ellie est un des pionniers de la création du supermarché coopératif et participatif La Cagette de Montpellier, dont il fut l'un des salariés. Ellie a quitté La Cagette il y a maintenant quelques mois, et nous avons souhaité l'interview qui va suivre pour partager son expérience. Cette interview sera menée sur un mode particulier. Tout d'abord, les questions sont issues d'un sondage fait auprès des membres de La Cagette en vue de cet enregistrement. Ce sont les plus posés que nous avons choisis. D'autre part, c'est une interview sans relance ni rythme imposé. Sarah posera simplement les questions, Ellie disposera du temps qu'il souhaite pour y répondre, et lorsque sa parole se tarira, Sarah posera la question suivante. Bonjour Sarah. Bonjour Maxime. Bonjour Ellie. Bonjour Maxime. Je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour remercier Fred de Tomato Sound Factory qui nous enregistre aujourd'hui, Charles qui a participé à la collecte des questions avec Maxime, ainsi que tous les bénévoles qui me posent aujourd'hui ces questions. Sarah, merci à toi aussi. Je te laisse la parole. Mais merci à toi, Ellie. Alors, permets-moi de te poser la première question que les membres de la Cagette ont souhaité te poser. Ellie, que fais-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne vis plus à Montpellier. J'habite en Haute-Loire. La Haute-Loire, c'est un département qui fait la frontière nord de la Lozère. J'habite à quelques kilomètres de cette frontière, dans une vallée qui descend de la Margeride. La Margeride, c'est le dernier plateau qui continue les Causses vers le nord, le nord-est de la Lozère. Près d'un village, une ville, on dit là-bas, qui s'appelle Sog, Langeac. J'habite à Pébrac, tout petit village où il y a une centaine d'habitants. Et qu'est-ce que j'y fais ? J'ai rompu avec un mode de vie dans lequel il est facile de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est mon projet précédent, mon projet suivant, qu'est-ce que je produis. Je fais beaucoup de choses. Et notamment, j'essaye de m'occuper de moi-même, c'est-à-dire me prendre en charge un petit peu plus. De me confronter notamment à une vie moins urbaine, moins industrialisée, où mon temps et mes désirs sont moins pris en charge par une suite de sollicitations ou de services ou de notifications. Du coup, je fais beaucoup de choses. Je coupe du bois, je plante des légumes, je plante des fruitiers, je fais des tapis. Il m'est arrivé d'organiser un concert symphonique, d'aider le père de ma compagne à restaurer une fresque. Je prends du temps. Je pense que c'est ça. Je prends du temps, j'ai de l'espace. Et je pense que je prends le temps aussi de ne plus me demander ce que je fais. Et ça prend du temps. Ellie, quel était ton rôle à la Cagette ? Quel était mon rôle à la Cagette ? Ça a évolué tout au long du projet, évidemment, puisque j'étais là au tout début de la Cagette en 2015, printemps 2015. J'y suis resté jusqu'à l'an dernier, à peu près l'été 2020. Qu'est-ce que j'y ai fait ? Je me suis chargé à certains moments de la communication,
à certains moments, comme tous les salariés, de l'animation du magasin, des équipes de bénévoles. J'ai passé beaucoup de temps à participer à la rédaction des statuts. J'ai passé du temps aussi à participer à la mise en place de la comptabilité du magasin. J'ai écrit avec Maxime notamment le business plan et participé à la recherche de financement quand on a voulu s'installer dans notre magasin Boulevard Clémenceau. J'étais en fait à la fin, j'étais surtout finalement responsable du développement informatique, non pas comme développeur parce que j'ai aucune compétence de développeur, mais plutôt pour faire l'interface entre guillemets entre les salariés et les développeurs et aider l'équipe à définir nos besoins, les prioriser. On pourrait appeler ça de la gestion de projet. Il y a des mots pour dire ça. Il y a déjà dans le jargon propriétaire produit. Un rôle que j'ai eu aussi beaucoup, c'est de mettre en place des méthodes d'organisation pour l'équipe salariée. Je disais à un moment donné que mon rôle c'était de dire non aux demandes que recevait l'équipe salariée. C'est-à-dire de réussir à éviter qu'on se fasse submerger par des demandes nombreuses et diverses. Ouais, c'était peut-être ça finalement, mon rôle. Alors, Élie, qu'est-ce qui t'a motivé dans ton parcours à la Cagette ? Qu'est-ce qui m'a motivé dans mon parcours à la Cagette ? J'essaie de me rappeler. Hein. Déjà, ça fait un moment que je suis parti. Et ensuite, c'est évidemment des choses différentes à chaque étape successive qui ont pu me motiver. Au tout début, quand on s'est lancé avec Antonin dans la Cagette, il y avait d'une part des choses, je pense, explicites, comme essayer de créer une communauté urbaine qui soit un petit peu moins marchande, qui pratique l'autogestion, un laboratoire de rencontres et de juste d'entraînement à l'autogestion. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, l'idée de presque un dojo pour pouvoir faire ensuite potentiellement d'autres choses ensemble. Et des choses plus implicites, je pense, comme tout simplement avoir un impact sur le monde qui m'entoure, avoir le sentiment que je participe à l'air du temps, que je transforme les choses, probablement que c'est à la base de tout projet un peu d'envergure, la recherche d'un impact. Il y avait l'idée quand même évidemment de confronter, enfin en tout cas de faire front face à la grande distribution. Je sais que à l'époque aussi on se disait avec Antonin qu'il fallait tout simplement mettre les gens en relation, qu'il fallait tout simplement que dans un quartier on soit capable de prendre en charge des choses qu'on délègue au capitalisme ou à l'industrie, en l'occurrence notre alimentation. Bon, moi j'étais cuisinier depuis longtemps avant ça, l'alimentation c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mon père est ingénieur agronome, donc c'est aussi quelque chose dont j'entends parler depuis très longtemps, qui paraît central dans les questions écologiques, de transition, d'écologie, d'effondrement. Bon, c'est un thème central, c'est quelque chose d'essentiel que de se nourrir. Et on se posait la question de savoir comment on pouvait participer à produire cette alimentation. Donc, ouais, c'était
Motivation qui ensuite, après quand on commence un projet, de toute façon la motivation c'est de continuer, c'est de le développer, c'est de le faire fonctionner. En fait, de toute façon très rapidement on perd de vue la vision long terme. Les objectifs, les motivations, elles deviennent à moyen terme, à court terme, faire en sorte de passer telle étape, faire en sorte de passer tel seuil, réussir à avoir assez de temps pour dormir, réussir à avoir assez de temps pour manger, être suffisamment organisé pour avoir l'esprit tranquille. Enfin, en fait, les problématiques opérationnelles, de toute façon, deviennent centrales. Ça devient de la gestion de projet. Donc la motivation, elle devient assez tautologique rapidement. Maintenant, ce qui m'intéressait le plus à la Cagette, finalement, à la fin, c'était des choses objectives comme le fait de réussir à soutenir des producteurs dans leur démarche, pas forcément d'installation, mais en tout cas au début de leur production. Ça, c'était quelque chose quand même qui me tenait à cœur. Et quelque chose que moi, j'avais pas tellement prévu, finalement, paradoxalement, mais c'était le fait... cette communauté, en fait, qui s'est créée autour de ce projet, cette communauté de rencontres. Donc, constituée des sociétaires, bénévoles, de la Cagette. Je dis les sociétaires, mais en fait, évidemment, on ne fréquente jamais tous les sociétaires. En tout cas, maintenant, ils sont 3400 à la Cagette, donc... mais... ouais, je pense que quelque chose qui était finalement très intéressant dans cette histoire de Cagette, et que j'avais peut-être pas prévu, et qui même je voyais pas du tout central au début, c'était ça, le fait de créer des liens de confiance et de réciprocité avec des gens qui étaient au début inconnus et qui avaient en commun cette volonté de se prendre un peu en main, d'essayer de reprendre un peu de contrôle sur leur existence collectivement. Quelles sont les sources d'inspiration qui t'ont guidé, Élie ? Il y a une inspiration évidente qui est celle de la Louve à Paris, qui a porté ce modèle de Park Slope Food Coop en Amérique. Maintenant, il faut dire que ma rencontre avec Stéphane Langlois, qui est une personne qui a beaucoup réfléchi au travail en commun, au travail collaboratif, je dirais. À comment est-ce que collectivement on arrive à faire des choses ensemble sans se transformer en système, sans se transformer en institution, sans se rigidifier, et en essayant de laisser un œil toujours sur la question du consentement. Est-ce qu'on en est toujours à un stade où on a envie de faire ce qu'on fait ensemble, ou est-ce qu'on est rentré dans un processus automatique ? Ça, je pense que c'était assez important. Quoique on n'ait pas toujours réussi à éviter cet écueil, à mon sens. Mes collègues ont été souvent une source d'inspiration, au sens étroit du terme. Après, en vérité, je connais pas beaucoup de projets ou de structures qui ressemblent tant que ça à la Cagette. J'ai pas eu trop l'occasion de fréquenter d'endroits où j'avais l'impression que le fonctionnement était particulièrement satisfaisant, particulièrement encourageant. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à trouver que, notamment les associations et les coopératives, ont tendance à reproduire le mode d'organisation industrielle des
des institutions, des administrations, avec une division très fréquente entre le pouvoir de décision et le pouvoir d'exécution, qui tend à déchirer le lien fécond qui peut exister entre la pratique et justement l'inspiration, la réflexion. Je me rappelle qu'on a commencé le projet en se disant les AMAP, ça nous plaît pas parce que c'est justement un endroit où il y a 50 personnes qui mangent et une personne qui fait tout le travail. 50 finalement consommateurs et une personne sacrificielle qui organise tout le fonctionnement, que ce soit un producteur ou un consommateur. Bon, c'est un écueil qu'on n'a pas vraiment évité, parce que dans un certain sens, on a reproduit ça à une autre échelle. Je ne sais pas si c'est vraiment évitable, quoi qu'il en soit, mais on s'est souvent retrouvé à faire énormément d'heures. Et même si on a réussi à distribuer, on était quand même, et j'imagine qu'ils le sont encore, très nombreux à participer au fonctionnement de l'administration de la cagette. Mais j'ai encore vu il y a quelques mois un appel aux bénévoles qui explique que ce projet ne peut fonctionner que grâce au temps bénévole et que tout le monde ne respecte pas les engagements pris. C'est un serpent de mer qui n'a jamais quitté la discussion de la cagette, les discussions de la cagette. Source d'inspiration aussi, de la même façon en creux, c'était l'aide alimentaire. Nous, on avait le sentiment qu'on pouvait ou qu'on devait faire quelque chose d'autre que l'aide alimentaire, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce que collectivement on arrive à mieux se nourrir, sans être... c'est paradoxal parce que c'est une question qu'on n'a pas du tout réglée, mais en tout cas sans dépendre de la grande distribution, sans dépendre de modes industriels de production, de notre alimentation, sans dépendre de l'État. Et en fait, c'est une question, l'inclusion sociale à la cagette, la solidarité alimentaire qui est pareil, un serpent de mer, qui a eu quelques effets concrets, mais en fait qui est une question très difficile à résoudre. Bon, à mon sens, parce que elle confronte certaines contradictions du peuple de la cagette. C'est-à-dire qu'on rêve d'une alimentation bio pour tous. Et en ça, c'est un rêve très, très progressiste. Très progressiste au sens de progrès en toute chose, au sens de croissance aussi, au sens du rêve, du vieux rêve progressiste, capitaliste ou communiste qui dit à force, il y aura tout pour tous. Et on peut réussir à tous manger correctement. En tout cas, ouais, une source d'inspiration en creux, cette question de l'aide alimentaire. Ouais, bon, j'ai déjà dit un petit peu, mais le monde associatif avec ses conseils d'administration, ses procédures, ses ressources humaines, qui singent maladroitement le grand capital, c'est vrai que c'était un contre-modèle très utile. Enfin, je dirais que les rencontres intercoopératives, il y en a eu 2-3 comme ça, où c'était pas vraiment de l'inspiration au sens quelque chose à importer, à recopier, mais c'est vrai que c'est des moments, je me rappelle très bien, qui nous ont donné le sentiment qu'il se passait quelque chose d'envergure, un mouvement, qu'on allait peut-être pouvoir compter les uns sur les autres et s'enrichir mutuellement.
même si les échanges finalement sont restés assez embryonnaires et très difficiles, on est chacun très occupé par nos propres projets, et au-delà de ça, notre quotidien, notre maison, Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était des très bons moments, de la même façon que les événements de la cagette, les quelques événements un peu collectifs auxquels j'ai eu... Je crois que sur la fin, j'y allais plus. Parce que bon, ça prend tellement de temps, ce genre de projet, que pareil, on finit par avoir envie de faire autre chose. Mais au début, c'est vrai que c'était des moments très ravigorants. Des moments qui donnent envie d'avancer. Quand on sent une énergie collective qui se mobilise, qui se cristallise, on est tous sensibles au nombre, à la masse, à la foule. Ça donne le sentiment qu'il se passe quelque chose, quoi, que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Élie, si tu devais résumer ton expérience à la cagette, qu'est-ce que tu me dirais? Oui, je sais, c'est dur. Ah, c'est à la fois abrupt à nouveau et très ouvert. Donc résumé, il faudrait que je sois assez court. Résumé, mon expérience à la cagette. Là où j'en suis aujourd'hui, le regard que je porte dessus, je crois que d'une part, je me dis que c'est la seule chose que j'aurais envie de faire si j'habitais encore en ville. Si j'habitais encore à Montpellier ou à Paris, c'est ça que j'aimerais faire. Continuer de rencontrer les gens qui habitent autour de moi et s'organiser pour essayer de se prendre en charge collectivement. Et en même temps, j'ai un sentiment de peine perdue. Mais pas tant à cause de la cagette qu'à cause de ce mode de vie urbain. J'arrive plus à croire que c'est un mode de vie durable, ni même nécessairement souhaitable. C'est-à-dire cette façon de, en fait, vivre à un rythme tellement intense et avec tellement peu d'espace et de moyens personnels, avec tellement peu d'autonomie individuelle, qu'en fait on est forcé de médiatiser tous nos rapports et de transformer tous nos besoins en services, tous nos besoins en institutions. Que ce soit les transports en commun, l'école, l'usine ou le bureau de conseil, le bureau, le supermarché. Ça me paraît une impasse. Là, maintenant, d'où je suis et où je vais. Pas durable, effectivement, du point de vue écologique. Et puis pas souhaitable du point de vue des valeurs de liberté, d'autonomie, de responsabilité, en ce qui me concerne, bien sûr. Je parle bien de mon expérience à la cagette. Bon, mon expérience à la cagette et peut-être ces quelques dernières années urbaines. Pas que j'ai une solution ou une alternative à proposer, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une impasse. Que s'il y a
une vérité, une liberté à chercher, elle n'est pas là. Bon, et c'est évident que l'actualité me renforce beaucoup dans ce jugement. Hein. C'est vrai que le fait qu'on en soit à remplir un formulaire pour aller boire un verre dans un bar, ça achève de me convaincre que notre vie entassée en ville nous pousse dans des retranchements administratifs, institutionnels, carrément délirants, quoi. En fait, c'est vrai que, bon, par exemple, le fait qu'une épidémie puisse mettre des grains de sable suffisamment gros pour coincer cette machine et qu'on soit à la fois tellement dépendant de ces services qu'on puisse accepter de se soumettre entièrement à un contrôle d'État parce que de toute façon on n'a pas l'autonomie pour faire autrement, ça participe à renforcer ce jugement. Je ne sais pas si j'aurais eu une autre vision en ayant fait le même parcours. Bon, il faut dire que la dernière année à la Cagette, c'était une année de... Mes derniers mois à la Cagette, c'était le début du Covid. Hein. C'est vrai que ça a été un moment très difficile, physiquement très demandeur, on a travaillé énormément. En même temps, paradoxal, parce que c'est un moment où on a, avec une petite centaine de bénévoles, été très soudés et vécu de très belles expériences, mais en fait tout de même, à la fin, de me rendre compte qu'on avait transformé radicalement le magasin, qu'on s'était épuisé, et pour constater que finalement, en fait, il n'y avait pas le Covid à Montpellier. Je veux dire, qu'on était très loin de ce qui se passait dans l'est de la France ou en Île-de-France. Que quelque part, on avait fait un espèce de théâtre d'épidémie dans notre petit supermarché. Bon, je me suis rendu compte que c'était ça. Avoir des responsabilités dans un environnement aussi dense, ça suppose d'appliquer des procédures qui, parfois, n'ont ni queue ni tête. D'accepter un conformisme légal et de comportement qui, là, dans ce cas-là, était, à mon sens, absurde. Ouais. Donc ça met une certaine couleur sur le regard que je porte. C'est vrai que faire un résumé de ce spectre-là, c'est très réducteur. C'est très difficile de faire un résumé qui n'écrase pas le contraste, parce que on m'aurait posé la même question il y a 2 ans, j'aurais eu un regard tout à fait différent, et il y a 3 ans encore. Or, ce qui s'est passé il y a 3 ans n'a pas changé depuis. Mais les perspectives changent. Élie, quel regard portes-tu sur le futur de la Cagette ? Bon, il faut dire que ça fait 1 an, à nouveau, je répète que je suis parti, donc j'ai un regard, on va dire, beaucoup moins affûté sur les questions opérationnelles, sur lesquelles, du coup, je vais pas me prononcer. Il y a des choses très concrètes, hein. On sait qu'en 2022, le boulevard Clémenceau sera fermé aux voitures. Ça va transformer largement le fonctionnement de ce magasin. Ça, c'est pour le court terme. Il y a ce débat éternel qui traverse la Cagette, à savoir s'il faut grandir ou pas, qui est très difficile à trancher, puisque d'un côté, c'est le seul moyen d'être concurrentiel, en fait. Et concurrentiel, ça veut dire, y compris, c'est le seul moyen de respecter pleinement le droit du travail,
faire en sorte que les salariés soient payés à la hauteur de leurs compétences et pour le temps investi. Ça veut dire peut-être aussi le seul moyen de rendre le magasin réellement ergonomique, réellement agréable pour tous ses membres. Bref, d'en faire un outil industriel, performant, efficace, agréable. Et d'un autre côté, évidemment, ça veut dire agrandir la communauté des membres et distendre les rapports qui les relient dans cette communauté, dans ce magasin. Donc, c'est une question compliquée. C'est vraiment une question C'est une question qui pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la cagette. Est-ce que c'est, comme on se l'est dit parfois, une tentative d'être plus efficace que Carrefour ? Donc véritablement d'être l'air du temps, d'être le futur, quoi. De se dire que finalement, il n'y a rien de fondamentalement problématique dans le supermarché, c'est que c'est un problème de gestion, quoi. Que si le supermarché était géré par des gens plus visionnaires, plus éclairés, ce serait un outil qui permettrait de développer une agriculture durable, des relations saines. Et dans l'autre perspective, l'idée que malgré le caractère non lucratif de l'opération, de l'association, il y a des choses inéluctables dans la taille, les outils qu'on utilise, le fait d'être énormément à un poste d'ordinateur, d'avoir des rapports médiatisés, de moins en moins directs, de moins en moins serrés. Comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de répondre dans la mesure où moi j'ai le sentiment que si on veut habiter en ville, de toute façon, on a besoin de médiatiser nos rapports. On a besoin d'un supermarché pour manger. Donc autant qu'il soit non lucratif et géré avec un petit peu de bienveillance. Maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui m'attire plus, quoi. Qui me paraît trop consommateur, quoi. J'ai le sentiment d'avoir été consommé en tant que salarié, en tant qu'animateur, et le sentiment d'avoir consommé des bénévoles, d'être chacun un produit les uns pour les autres, quoi. Ce qui exclut pas des relations là-dedans, dans ce cadre, puisque c'est pas un cadre parfaitement rigide, et évidemment qu'on a su les uns les autres trouver des espaces, mais est-ce que ce cadre les favorise ? J'arrive pas à savoir. Est-ce que si on avait fait autre chose, on aurait créé des relations moins plus, je sais pas. Bon, ça me paraît être une solution adaptée à la vie urbaine. Et la vie urbaine me paraît confinée à ce genre de solution. C'est vrai que c'est des solutions fatigantes, quoi. C'est des solutions intenses qui supposent énormément d'investissement, soit en temps, soit en capital, pour atteindre des économies d'échelle et faire en sorte que ce soit supportable, quoi. Bon, je tiens à dire que je fais encore mes courses à la cagette, par exemple. Ça reste dans tout le sud de la France, l'endroit où je trouve les produits que je veux, en ayant le sentiment de participer à quelque chose qui est plutôt pour le mieux.
Mais non, en fait, j'ai rien à dire sur le futur de la cagette, quoi. Ça dépend de la perspective plus générale dans laquelle on inclut des questions de la cagette. Comment on fait communauté, comment on se nourrit, comment on habite, comment on travaille. À l'origine de la cagette, il y avait aussi cette idée quand même, partager le travail. 3 heures par mois, on va faire caissier, on va faire de la logistique, on va faire ces métiers qui sont des métiers de service, assez durs, pas forcément très gratifiants. Bon, et on l'a fait, en partie, mais la réalité c'est qu'on a quand même, en tant que salarié, travaillé énormément. C'est un travail qu'on n'a pas réussi à partager finalement, donc c'est assez paradoxal. On était des gens qui refusaient ce monde du travail, comme on l'appelle, ce monde de l'entreprise, où il faut être extrêmement performant, travailler énormément, être hyper corporate. Et on s'est inventé notre propre corporate, notre propre boîte, quoi, dans laquelle, effectivement, on était hyper performant, hyper disponible, hyper engagé, hyper corporate. Donc, des fois, je me dis qu'on s'est créé notre façon un peu communisante, un peu socialisante, de devenir hyper moderne, d'accepter ce saut dans l'ultralibéralisme dans lequel il faut être une machine extrêmement rentable, extrêmement efficace, concurrentielle. Bon, c'est un petit jeu de mots, mais c'est vrai qui m'a un peu habité les dernières semaines à la cagette. C'est que dans cagette, il y a cage. On s'était fait notre petit dispositif dans lequel on se sentait en pleine puissance, en train de changer le monde, en train d'impacter quelque chose. En fait, il y a quelque chose autour de la puissance. Il y a quelque chose de compliqué à savoir comment on s'organise collectivement pour se rencontrer, pour s'instruire mutuellement, pour se faire grandir, pour gagner en autonomie. Parce que c'est quand même ce qu'on a réussi à faire, quoi. C'est quelque chose qui est pas du tout effacé par ça, quoi. C'est vraiment ambivalent pour moi. Et faire ça suppose de ressentir la puissance, en fait, la puissance du groupe, les effets, les seuils, et en même temps, c'est s'emparer des outils de la domination, quoi. C'est devenir super fort pour faire des tableurs Excel, devenir hyper fort pour communiquer, devenir très bon en finance, en compta, qui sont tous les outils de la bureaucratie, quoi, et des bureaucrates. Et en même temps, comment s'organiser collectivement sans cette puissance, sans ces outils, d'une part, et sans le spectacle de la puissance, c'est-à-dire de pouvoir contempler la foule, les réalisations qui ont l'air grosses, qui ont l'air performantes, qui ont l'air... C'est très difficile, puisque c'est le moule dans lequel on est... Enfin, c'est la soupe culturelle dans laquelle on vit, quoi. On est bercé de ça. Ce qui compte, ça se compte, quoi. Ça se mesure. Et... Bon, Élie, que penses-tu de l'économie sociale et solidaire dans la transformation du capitalisme ? Bon, bah, ça tombe à pic. C'est très théorique maintenant. Bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. Est-ce qu'avec les armes de la puissance, on peut faire autre chose que de la puissance ?
parce que c'est très difficile de ne pas se sentir en concurrence avec Carrefour ou la Biocoop ou le capitalisme vert, bleu, ou le bon vieux capitalisme, quoi. Et du coup, c'est très difficile de ne pas se mesurer à l'aune de sa puissance, de combien je vends, combien j'achète, quel volume, les effets qualitatifs, quoi, les effets fins, les effets transformation des individus sont beaucoup plus difficiles à mesurer et je pense d'ailleurs que parfois ils sont... Je sais pas, on pourrait voir notre aventure comme une façon de transformer tous les sociétaires en entrepreneurs. La plupart des gens qui sont arrivés à la Cagette n'avaient aucune notion de comptabilité, de compte de résultats, de bilan, Donc ce capitalisme social et solidaire qui essaye de faire rentrer du social et solidaire dans le capitalisme et de prendre en charge par l'économie le social et le solidaire. Donc quoi, l'ensemble des relations humaines, de les transformer en services, c'est un projet qui est très ambivalent, quoi. On pourrait se dire d'une part, bon, bah de toute façon l'État paye plus, donc il faut bien trouver un moyen de remplir ses fonctions. Enfin, ça paraît assez délirant de croire que c'est le capitalisme qui, quand bien même serait social et solidaire, en fait c'est même pas tant le capitalisme mais l'entreprise, l'administration des choses, les rapports administrés et institutionnalisés. Parce que notre histoire longue, c'est quoi? C'est qu'on part de communautés organiques il y a 4 siècles, de solidarité de voisinage ou de caste ou de tradition, pour aboutir au XXe siècle à une solidarité qui est le seul fait quasiment de l'État, et un petit peu de charité à côté, en tout cas qui est très institutionnalisée, soit par l'État, soit par des grandes associations caritatives. Et là, les grandes structures se morcellent sous l'effet du néolibéralisme. Et du coup, on s'adapte. L'économie sociale et solidaire, ce serait une façon néolibérale de s'occuper les uns les autres et de prendre en charge nos besoins et ceux qui ne sont pas immédiatement rentables. Ça paraît... ça paraît tout simplement ressembler aux théories marxistes sur le déterminisme historique et le dépassement du capitalisme, quoi. Il semblerait que c'est encore l'idée de croire que le développement économique doit se déployer jusqu'à son aboutissement pour pouvoir être dépassé et disparaître. Donc là, les champs abandonnés par l'État doivent être pris en charge par des entreprises sociales et solidaires qui amèneraient un nouveau marché de la solidarité et de la société, un marché social, une société marchande, une nouvelle économie morale médiatisée. Et à la fois, c'est des contradictions, parce que, de fait, la Cagette a permis à des gens de s'installer à leur petite échelle, de devenir producteurs, d'avoir un filet de sécurité pendant quelques temps. Mais un filet de sécurité qui peut se transformer aussi en dépendance. Avoir de l'impact, ça veut dire aussi avoir de l'impact sur la vie des gens, quoi, notamment des producteurs. Aujourd'hui, je t'achète, tu vis. Demain, j'arrête, tu vis plus.
Bon, ouais, j'ai du mal à croire que la solution au démantèlement de l'État, ce soit la prise en charge par le marché des aspects sociaux et de la solidarité entre les êtres humains. Élie, oserais-je te poser une dernière question? Bien sûr. Par ton expérience à la Cagette, comment concilier transition numérique et écologique? Je vais boire une gorgée d'eau avant de répondre. Bon, on revient à un thème que j'ai abordé tout à l'heure, quoi. C'est de savoir est-ce que les outils de la puissance peuvent créer autre chose que de la puissance. Et peut-être ensuite, est-ce que cette puissance peut être utilisée pour contrer les autres puissances? C'est vrai qu'en me lançant dans le développement informatique au sein de la Cagette, j'ai vite constaté que en fait de solutions informatiques, il y avait d'une part soit des produits distribués par millions, genre je sais pas, des applications de téléphone portable, des choses qui concernent tout le monde entre guillemets, soit du développement spécifique qui coûte extrêmement cher, qui est accessible uniquement à des structures très capitalisées ou à des bénévoles très qualifiés. Mais la question de l'impact et l'échelle qu'elle suppose, c'est vrai que confine à ce genre d'outils informatiques. Gérer des milliers de membres, des milliers de références, des millions d'euros, ça suppose des outils informatiques performants. Encore plus si on ambitionne de faire sa part dans un champ concurrentiel, quoi. Or, bah oui, ça paraît incontournable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est incontournable, et c'est vrai que c'est là le secret pour être, encore une fois, pour un outil plus performant, plus confortable, plus agréable, plus pérenne, dans cette rationalité très moderne, hyper moderne et néolibérale, parce que pérenne, bon, jusqu'à quand, jusqu'à où, ça dépend de beaucoup de choses qui, je ne sais pas s'ils sont pérennes, d'une infinité de choses qui ne sont pas forcément pérennes. Mais effectivement, des projets de cette échelle ne peuvent pas voir le jour et se maintenir et sans ce genre d'outils. Et à la fois, c'est des outils de bureaucrates, quoi. L'ordinateur, c'est vraiment typiquement l'outil qui te met à ton bureau et qui te rend dépendant d'un outil infiniment performant et qui suppose une chaîne d'acteurs interminable pour réussir à te donner toi cette autonomie que tu cherches par rapport à Carouf, par rapport à l'industrie agroalimentaire. Donc c'est basculer d'une dépendance vers une autre quand même, et bon, s'asseoir d'abord pour commencer. Bon, et le choix que moi personnellement j'ai fait ces derniers mois, c'est plutôt de me lever. Mais c'est très compliqué parce que je sais que moi, la dernière chose que j'ai mis en place à la Cagette en informatique, c'est l'outil du bureau des membres sur le site internet qui permet c'est des formulaires en ligne dans lesquels on rentre son problème et ensuite il est traité par un spécialiste qui vous fait une réponse appropriée, claire, compréhensible sur les règles et le fonctionnement de notre collectif, quoi. Et ça a été un immense soulagement d'avoir enfin un truc, je sais pas si ça marche toujours aujourd'hui et si ça a été dépassé par une autre idée, mais à ce moment-là, c'était vraiment un soulagement, quoi, de ne plus devoir répondre au téléphone, devoir rencontrer les gens dans le magasin pour parler de leurs problèmes personnels précis et non pas de cas généraux et
en fait perdre beaucoup de temps. Et en plus, souvent dans des demandes urgentes, vécues comme urgentes, qui ont besoin d'une réponse immédiate. Donc, encore une fois, à l'échelle d'un tel projet, on ne peut pas à 10 répondre dans l'immédiateté toujours aux besoins et aux questions de 3500 personnes. Et en même temps, je me demande qu'est-ce que c'est que un monde où une institution, où quand on a un problème, on tape un message, on s'assoit, on va sur son ordinateur, on tape un message et on attend de recevoir un mail. J'imagine pas un tel projet sans un tel outil. J'imagine pas la vie urbaine sans un tel projet. Et maintenant, là, tout de suite, j'ai pas envie d'imaginer la vie urbaine. Sans idéaliser la vie non urbaine. Hein. C'est pas que je sois malheureux, pas du tout dans mon village, mais c'est c'est un choix parfois difficile au quotidien que de quitter ce mode de vie que j'avais, qui était très intense, très fatigant, et en même temps très satisfaisant, qui me remplissait, quoi, qui me donnait le sentiment de faire de grandes choses, des choses qui comptent, des choses qui ont du sens, d'être en relation avec plein de gens, des relations riches, des relations parfois très belles, parfois très amicales, très intenses. Et là, en contraste, une vie où c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Ou de rencontrer quelqu'un déjà, beaucoup plus rare. Une vie, c'est quand même un pays désertique, quoi. C'est un pays où le village où je suis, il y avait 2000 habitants il y a un siècle, il y en a 100 aujourd'hui. C'est des pays post-apocalyptiques, hein. Ils sont ici, ils sont à Montpellier, en fait. Ils sont à Paris, ils sont... Donc... ça suppose de s'occuper soi-même, déjà, parce que personne s'en occupe. Et puis, il n'y a pas... quand on en a marre, on ne peut pas juste aller au bar, prendre une biture et rigoler avec des inconnus. On est quand même forcé de se regarder en face. Il n'y a pas beaucoup d'échappatoires, quoi. Il n'y a pas beaucoup de distractions. Donc il y a tout... C'est pas un mode de vie que j'opposerais en solution ou en Eldorado, quoi. Mais c'est un endroit qui offre du temps et de l'espace, et moi qui me semble nécessaire pour traiter ces contradictions dont j'ai pu parler au cours de notre entretien. Je te remercie, mon très cher Élie. Merci à toi, Sarah. Je pense que je ne serai pas la seule à te remercier pour ce précieux témoignage, si j'ose dire. Voilà. Ça va? On va au bar. On va se prendre une grosse biture. T'as le droit à quelques écarts. Tant qu'on est là.